Chaque année, les foyers du monde entier dépensent des milliards de kilowattheures d'énergie uniquement pour le séchage du linge. Ce chiffre étonnant représente une part significative de la consommation électrique mondiale, équivalent à la production de plusieurs centrales nucléaires fonctionnant en continu. Le simple geste de sécher un T-shirt mouillé, apparemment anodin, cache une fascinante orchestration de phénomènes physiques et chimiques opérant à des échelles allant du macroscopique au subatomique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science à l'œuvre dans chaque fibre, dans chaque goutte d'eau. Pour comprendre réellement comment cette humidité disparaît de vos vêtements, nous devons démêler les processus complexes de l'évaporation et de l'interaction de l'eau avec les tissus. Dans son essence la plus pure, l'évaporation est un changement d'état. L'eau, sous sa forme liquide, se transforme en vapeur d'eau, un gaz invisible qui se mélange à l'air qui nous entoure. Ce processus se produit constamment autour de nous, pas seulement lorsque l'eau bout. En fait, la majeure partie de l'évaporation que nous observons dans la vie quotidienne, comme le séchage d'une flaque après la pluie ou, bien sûr, celui de nos vêtements, a lieu à des températures bien inférieures au point d'ébullition de l'eau. La clé de ce phénomène réside dans l'énergie cinétique des molécules d'eau. Les molécules d'eau, même à l'état liquide, ne sont pas immobiles. Elles vibrent, tournent et se déplacent constamment dans toutes les directions, se heurtant incessamment les unes aux autres. Cette énergie de mouvement est appelée énergie cinétique. Certaines de ces molécules, par pur hasard statistique, acquièrent une énergie cinétique supérieure à la moyenne à un moment donné. Imaginez une piscine remplie de nageurs. Bien que tous soient dans l'eau, certains se déplacent plus vite et avec plus de force que d'autres. Eh bien, les molécules d'eau ayant une énergie cinétique suffisante à la surface du liquide peuvent surmonter les forces d'attraction qui les maintiennent liées à leurs voisines et s'échapper dans l'air ambiant, se transformant en vapeur. Cela se produit constamment. Lorsque nous parlons d'eau dans les vêtements, la situation est un peu plus complexe, mais les principes fondamentaux restent les mêmes. L'eau n'est pas seulement à la surface du vêtement, mais elle a imbibé, elle s'est infiltrée entre les fibres, elle a été absorbée par capillarité et, dans certains cas, elle a même interagi chimiquement avec les matériaux. Cependant, le processus final de séchage implique toujours que ces molécules d'eau, que ce soit depuis la surface des fibres ou depuis l'intérieur de leur microstructure, acquièrent suffisamment d'énergie pour se transformer en vapeur. La vitesse à laquelle cela se produit détermine le temps que nos vêtements mettent à sécher. Plusieurs facteurs cruciaux influencent directement la vitesse d'évaporation et, par conséquent, le temps de séchage. Le premier et peut-être le plus intuitif est la température. Plus la température de l'environnement ou du vêtement lui-même est élevée, plus l'énergie cinétique moyenne des molécules d'eau sera grande. Cela signifie qu'un plus grand nombre de molécules atteindra cette vitesse d'échappement nécessaire pour quitter la surface liquide et se transformer en vapeur dans un laps de temps donné. Pensez-y ainsi. Par une chaude journée d'été, avec des températures dépassant les 30 degrés Celsius, le linge étendu au soleil séchera beaucoup plus rapidement que par une froide journée d'hiver lorsque le thermomètre indique à peine 5 degrés Celsius. La différence d'énergie thermique disponible pour les molécules d'eau est abyssale. L'industrie des appareils électroménagers a capitalisé sur cette réalité de la température. Les sèche-linges électriques, par exemple, fonctionnent en chauffant l'air à l'intérieur à des températures qui peuvent varier entre 50 et 70 degrés Celsius. Cet air chaud est mis en circulation à travers le tambour, enveloppant les vêtements mouillés. La chaleur directe et constante accélère exponentiellement le mouvement des molécules d'eau, les forçant à s'évaporer à un rythme beaucoup plus rapide qu'elles ne le feraient à température ambiante. C'est une application directe et efficace du principe d'énergie cinétique augmentée. Un deuxième facteur déterminant est l'humidité relative de l'air. L'air n'est pas un espace vide, il contient déjà une certaine quantité de vapeur d'eau. L'humidité relative est une mesure de la quantité de vapeur d'eau présente dans l'air par rapport à la quantité maximale que l'air peut contenir à une température donnée. Imaginez que l'air est une éponge. Une éponge sèche peut absorber beaucoup d'eau, mais une éponge déjà humide ne peut pas absorber beaucoup plus. De même, si l'air ambiant est déjà très saturé de vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'il a une humidité relative élevée, les molécules d'eau qui tentent de s'évaporer de vos vêtements auront plus de difficultés à trouver de l'espace et à rester à l'état gazeux. Dans un environnement avec une humidité relative de 100%, l'air ne peut plus contenir de vapeur d'eau. Il est complètement saturé. Dans ces conditions, l'évaporation de vos vêtements s'arrêtera complètement ou sera extrêmement lente même si la température est élevée. C'est pourquoi les vêtements mettent si longtemps à sécher les jours de pluie ou dans les climats tropicaux très humides, où l'humidité relative peut constamment dépasser 90%.
En revanche, dans un désert où l'humidité relative peut tomber en dessous de 10%, les vêtements sèchent avec une vitesse impressionnante, parfois en quelques minutes, car l'air assoiffé d'humidité absorbe avidement la vapeur qui se dégage des vêtements. La différence de pression de vapeur est le moteur de l'évaporation. L'eau de vos vêtements, étant mouillée, génère une pression de vapeur plus élevée que l'air sec qui l'entoure. Les molécules d'eau se déplaceront toujours d'une zone de plus forte concentration vers une zone de plus faible concentration. Plus cette différence de concentration de vapeur d'eau entre la surface des vêtements est grande, plus le processus de diffusion de la vapeur du tissu vers l'atmosphère sera rapide. Le troisième facteur crucial est le mouvement de l'air, communément appelé vent ou ventilation. En s'évaporant, les molécules d'eau créent une fine couche d'air saturée juste autour de la surface du tissu. Cette couche humide agit comme une barrière, rendant plus difficile l'échappement de davantage de molécules d'eau du vêtement. C'est comme si l'air déjà saturé autour des vêtements disait aux nouvelles molécules d'eau évaporées « il n'y a plus de place ici ». Le mouvement de l'air, que ce soit par le vent extérieur ou par un ventilateur à l'intérieur d'une pièce, se charge de balayer constamment cette couche d'air humide et de la remplacer par de l'air plus sec. En éliminant la couche d'air saturée, le vent maintient une forte différence de pression de vapeur entre le vêtement et l'environnement, permettant à l'évaporation de se poursuivre à un rythme constant et accéléré. Pensez à l'effet d'un ventilateur sur une goutte de sueur sur votre peau. Même si la température ne change pas, la sensation de fraîcheur est immédiate car le ventilateur accélère l'évaporation de la sueur, éliminant cette couche d'air humide qui se forme sur votre peau. De même, étendre le linge à l'air libre par temps venteux est l'une des façons les plus efficaces de le sécher car cela bénéficie à la fois de la température et du balayage constant de l'air. Le quatrième facteur qui a un impact significatif sur le temps de séchage est la surface d'exposition du vêtement. Plus la surface du linge est exposée à l'air, plus les molécules d'eau auront l'occasion d'être à l'interface liquide-gaz et, par conséquent, de s'évaporer. Si le linge est entassé ou plié, seule une petite partie de sa surface totale est en contact avec l'air, ce qui ralentit considérablement le processus. C'est pourquoi, en étendant le linge sur une corde ou un étendoir, on cherche à l'étirer au maximum, en évitant que les vêtements ne se superposent. Un t-shirt étendu sur une corde offre une surface d'exposition beaucoup plus grande qu'un t-shirt roulé en boule. De même, à l'intérieur d'un sèche-linge, le mouvement de culbutage constant du tambour assure non seulement que la chaleur et l'air frais atteignent toutes les parties du vêtement, mais empêche également le linge de coller et de s'entasser, maximisant ainsi sa surface d'exposition à l'air chaud et sec. Ce principe s'applique également à la façon dont nous essorons le linge avant de le sécher. En éliminant la plus grande quantité d'eau possible, nous réduisons la charge d'humidité initiale et facilitent une plus grande surface d'exposition à l'évaporation pour l'eau restante. Le cinquième facteur, fondamental pour comprendre le séchage du linge, est le type de tissu et la structure des fibres. Tous les tissus ne se comportent pas de la même manière face à l'eau. Les fibres naturelles, comme le coton et la laine, sont hautement hydrophiles, ce qui signifie qu'elles ont une grande affinité pour l'eau. Ces fibres ont une structure moléculaire qui permet à l'eau de pénétrer et d'être absorbée aussi bien dans l'espace entre les fibres qu'à l'intérieur des fibres elles-mêmes. Le coton, par exemple, peut absorber jusqu'à 27 fois son poids en eau. Cette capacité d'absorption est excellente pour les serviettes ou les vêtements qui doivent être respirants, mais cela signifie aussi que l'eau est retenue plus fortement et par conséquent met plus de temps à être libérée par évaporation. En revanche, les fibres synthétiques comme le polyester, le nylon ou l'élastane sont hydrophobes, elles repoussent l'eau. Bien qu'elles puissent retenir l'eau dans les espaces entre leurs fibres, elles ne l'absorbent pas de la même manière dans leur structure interne. C'est pourquoi les vêtements de sport fabriqués avec ces matériaux sèchent généralement beaucoup plus vite qu'un vêtement en coton, car l'eau repose simplement à la surface ou entre les fils et ne se fixe pas fortement aux fibres, ce qui facilite son évaporation. La densité du tissu joue également un rôle. Une épaisse serviette en coton éponge retiendra beaucoup plus d'eau et mettra considérablement plus de temps à sécher qu'un fin chemisier en soie ou un pantalon léger en lin. Le tissage du tissu est un autre sous-facteur. Un tissage serré, comme celui d'un jean en denim épais, emprisonnera l'eau plus efficacement entre ses fibres et laissera moins d'espace pour la circulation de l'air, ralentissant l'évaporation. D'un autre côté, un tissage plus lâche et ouvert, comme celui d'une gaze ou d'un tricot fin, permettra une meilleure circulation de l'air et une évaporation plus rapide. Pensez à la différence entre sécher un pull épais et un t-shirt d'été léger. Le pull, de par son épaisseur et son tissage dense, prendra toujours plus de temps.
Le processus de séchage n'est pas seulement l'évaporation superficielle. Il implique également la migration de l'eau de l'intérieur des fibres vers la surface du tissu. C'est ce qu'on appelle la capillarité. Les fibres textiles agissent comme de minuscules capillaires, absorbant et transportant l'eau à travers leurs microcanaux. Pour que le vêtement sèche complètement, l'eau doit se déplacer du centre de la fibre jusqu'à sa surface où elle peut finalement s'évaporer. Ce mouvement interne est plus lent que l'évaporation superficielle directe, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les tissus épais mettent plus de temps à sécher complètement. Approfondissons un peu la physique derrière ce phénomène. L'évaporation est un processus qui nécessite de l'énergie, une quantité considérable d'énergie. Cette énergie est connue sous le nom de chaleur latente de vaporisation. Pour qu'un gramme d'eau liquide se transforme en 1 gramme de vapeur d'eau à la même température, il faut environ 2260 joules d'énergie. Cette chaleur latente est l'énergie nécessaire pour vaincre les forces d'attraction, principalement les liaisons hydrogènes qui maintiennent les molécules d'eau unies à l'état liquide. D'où provient cette énergie? Principalement de l'environnement ambiant et des vêtements eux-mêmes. Lorsque l'eau s'évapore, elle extrait de la chaleur de son environnement. C'est pourquoi nous ressentons du froid lorsque nous sortons de la piscine ou lorsque la sueur s'évapore de notre peau. L'évaporation est un processus de refroidissement. Dans le cas des vêtements, la chaleur nécessaire à l'évaporation de l'eau est puisée dans l'air, le soleil ou, si nous utilisons un sèche-linge, dans les éléments chauffants internes. Si l'environnement est froid et avec peu d'énergie thermique, l'évaporation sera lente car il y a moins d'énergie disponible pour que les molécules d'eau rompent leur liaison et s'échappent. Les sèche-linges sont conçus pour injecter de grandes quantités d'énergie thermique directement dans le système, augmentant la température de l'air et par conséquent des vêtements. Cet apport constant d'énergie accélère l'évaporation en fournissant aux molécules d'eau l'énergie cinétique nécessaire pour surmonter les barrières des liaisons. De plus, le flux d'air chaud aide également à transporter la vapeur d'eau nouvellement formée hors du tambour, maintenant une faible humidité relative à l'intérieur de la machine et maximisant la différence de pression de vapeur. Il existe différents types de sèche-linge, chacun ayant une approche légèrement différente dans la gestion de la chaleur et de l'humidité. Les sèche-linges à évacuation sont les plus courants et fonctionnent en expulsant l'air chaud et humide directement à l'extérieur via un conduit. Ils sont efficaces mais nécessitent une sortie extérieure et peuvent gaspiller une quantité considérable d'énergie thermique. D'autre part, les sèche-linges à condensation collectent l'air humide du tambour, le refroidissent pour que la vapeur d'eau se condense à nouveau en eau liquide, qui est recueillie dans un réservoir, puis recircule l'air sec et chauffé vers le tambour. Cela ne nécessite pas de ventilation extérieure, mais ils sont moins économes en énergie que ceux à pompe à chaleur. Les sèche-linges à pompe à chaleur sont les plus avancés et les plus économes en énergie. Ils utilisent un système de pompe à chaleur similaire à celui d'un réfrigérateur pour extraire l'humidité de l'air du tambour et réutiliser la chaleur. Ils sont beaucoup plus doux pour les vêtements et consomment significativement moins d'énergie, ce qui se traduit par des économies considérables sur la facture d'électricité à long terme. Par exemple, un sèche-linge conventionnel peut consommer environ 2 à 5 kWh par cycle, tandis qu'un sèche-linge à pompe à chaleur avancée peut réduire cette consommation à moins d'1 à 2 kWh par cycle pour la même charge de linge, ce qui représente une réduction allant jusqu'à 60% ou plus de la consommation d'énergie. Avant même d'arriver au séchoir à linge ou au sèche-linge, le cycle d'essorage de la machine à laver joue un rôle vital dans le processus de séchage. Pendant l'essorage, la machine à laver fait tourner le tambour à des vitesses extrêmement élevées, généralement entre 500 et 1400 tours par minute selon le modèle et la configuration. Cette force centrifuge pousse l'eau hors des vêtements à travers les petits trous du tambour et l'expulse par la vidange. Plus il y a d'eau éliminée à cette étape, moins il y aura d'eau à évaporer. Considérez une charge de linge qui a été essorée à 1200 tours par minute par rapport à une autre qui n'a été essorée qu'à 800 tours par minute. La première contiendra beaucoup moins d'eau résiduelle, ce qui pourrait réduire le temps de séchage de 30% ou plus selon les tissus. Cette étape est un exemple clair de la façon dont la physique du séchage commence bien avant que le linge ne soit exposé à l'air, optimisant la quantité d'eau qui doit être évaporée. C'est une stratégie d'efficacité énergétique mise en œuvre dans la phase de pré-séchage. La science du séchage ne se limite pas uniquement aux vêtements. Les mêmes principes d'évaporation, d'humidité, de température, de flux d'air et de surface d'exposition s'appliquent à une vaste gamme de processus industriels et quotidiens. Pensez à la fabrication de papier, où la pâte humide passe par d'énormes cylindres chauffés pour évaporer l'eau.
ou à la conservation des aliments par déshydratation, comme les fruits secs ou la viande séchée, où les molécules d'eau sont éliminées pour inhiber la croissance microbienne et prolonger la durée de vie du produit. Même dans la construction, le séchage du béton ou de la peinture est régi par les mêmes lois physiques. Comprendre ces principes nous permet de prendre des décisions plus intelligentes et plus efficaces dans notre vie quotidienne. Si vous vivez dans un climat humide, un déshumidificateur peut être un investissement précieux pour accélérer le séchage des vêtements à l'intérieur, car il réduit activement l'humidité relative de l'air dans la pièce. Un déshumidificateur peut extraire entre 10 et 50 litres d'eau de l'air par jour, créant un environnement beaucoup plus propice à l'évaporation. Accrocher les vêtements près d'une fenêtre ouverte ou utiliser un ventilateur pour créer un flux d'air constant sont également des stratégies simples et peu coûteuses qui appliquent efficacement ces principes. D'un point de vue pratique, le séchage adéquat des vêtements n'est pas seulement une question de confort, mais aussi de santé et d'hygiène. Laisser les vêtements humides pendant de longues périodes peut favoriser la croissance de moisissures et de champignons, ce qui non seulement provoque des odeurs désagréables et des taches sur les vêtements, mais peut également déclencher des réactions allergiques ou des problèmes respiratoires chez les personnes sensibles. Un séchage rapide et complet est essentiel pour maintenir les vêtements frais, propres et exempts d'agents pathogènes. De plus, une chaleur excessive et prolongée lors du séchage peut endommager certaines fibres textiles, provoquant un rétrécissement, une décoloration ou un affaiblissement des tissus, réduisant ainsi la durée de vie de vos vêtements. Il est fascinant de voir comment un acte aussi quotidien et apparemment simple que le séchage des vêtements est le résultat d'une interaction complexe et élégante de lois physiques et chimiques. Des minuscules molécules d'eau vibrant et s'échappant de la surface du tissu, au courant d'air qui emporte la vapeur et à l'énergie thermique qui propulse l'ensemble du processus, chaque élément joue un rôle indispensable. La prochaine fois que vous sentirez le toucher doux et sec d'un vêtement fraîchement séché, rappelez-vous la danse moléculaire complexe qui a eu lieu pour y parvenir. Si cette immersion profonde dans la science du séchage vous a semblé aussi fascinante qu'à nous, nous vous invitons à rejoindre la communauté d'Explorando. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur les merveilles cachées du quotidien. Laissez un j'aime si ce contenu vous a été utile et partagez-le avec ceux qui, comme vous, souhaitent comprendre le monde qui les entoure avec un regard plus scientifique. Et bien sûr, laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres expériences ou questions sur le séchage des vêtements. Votre participation enrichit notre communauté et nous aide à continuer d'explorer ensemble.